Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche ? Et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois, je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. Aujourd'hui, tu n'es plus en analyse. Ton analyse de 23 ans s'arrête en 2018. Est-ce que tu peux me raconter la dernière séance ? Comme tout le monde, j'ai essayé d'arrêter très souvent. Tu vois, le côté genre là c'est bon, non, là c'est bon, je suis maman, c'est bon, du coup, mon objectif est atteint. Non, mais là c'est bon, enfin tu vois. Et il y avait un petit côté, bon là c'est bon, j'ai un vrai travail, donc mon objectif est atteint, et puis je maîtrise. Et à chaque fois, elle, d'une certaine manière, elle me gardait. Donc je lui avais quand même dit à plusieurs reprises, vous me direz du coup quand c'est terminé ? Jusqu'au moment où en fait je me suis dit en fait c'est peut-être toute la vie, c'est pas grave en vrai. En vrai c'est pas grave parce que alors souvent on va te parler de l'argent, mais en vrai cet argent entre guillemets d'abord c'est de l'investissement sur moi, c'est après tout pas plus con que d'investir ailleurs, mais surtout c'est ça a évité tellement d'autres conneries. Donc le sujet de l'argent est pour moi pas au cœur, mais du coup, je m'étais dit, ok, je te dis, comme c'est incroyable, en fait. Là, pour le coup, en vrai, c'est totalement révolutionnaire quand même. C'est-à-dire que tu décides 2 ou 3 fois par semaine de t'extraire du monde, comme on le fait là, en fait. De t'extraire du monde. Personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait ce que tu dis. Et je me suis dit, mais en fait, je vais faire ça toute ma vie. Parce que finalement, c'est le seul moment. Okay. Le seul moment où sinon il y a le téléphone, il y a le boulot, il y a les filles, il y a les machins. Donc je suis tenue en haleine parce que tu es en train de me... Ouais. Et pourtant, tu as arrêté. Alors, et pourtant, j'ai arrêté. Pourquoi ? Et donc, ça enchaîne avec la deuxième partie, c'est que je vis quelque chose d'important autour du corps et des énergies, dont je te reparlerai, et je fais 2 rêves. Mais 2 rêves... pour le coup dont je me souviens. Et donc je raconte ces rêves. On a un petit échange un peu tendu sur la question du féminin, où en gros j'y vais avec ma propre définition. Et à ce moment-là, c'était en juillet, c'était la dernière séance du mois de juillet. Je lui dis du coup, on se revoit en septembre. Et là elle me dit cette phrase incroyable. Elle me dit, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Et là, dans mon corps, je ressens une sorte de joie immense, un truc, mais je le ressens encore en t'en parlant, c'est-à-dire une sorte de cristallisation, mais pas de plaisir, tu vois, de joie. Un truc, c'est arrivé, mais comme si, je sais pas, on m'annonce la plus grande, la plus belle nouvelle du monde. Et là, je n'en reviens pas. Je suis en état de sidération. Et je lui dis cette phrase que je ne comprends d'ailleurs toujours pas tout en la comprenant. Tu vas comprendre pourquoi. Je lui dis « Alors, c'est maintenant qu'on dit qu'on s'aime. » Et en fait, à ce moment-là, je veux lui dire que je l'aime. Et je suis dans un état... de joie, je sais pas moi, paroxystique, christique, enfin, je suis pleine d'amour, je suis remplie d'amour, mais d'amour pour elle et donc pour personne, enfin, puisque je l'ai pas rencontrée. Et je suis sidérée de cette audace, tu vois, de comment ça, genre, j'obtiens la médaille, comment ça je peux tenir debout toute seule. Et à partir de là, je ne l'ai plus jamais vue, je n'ai plus jamais été en contact. Elle m'a félicitée, mais alors, franchement, elle m'a dit, vous avez fait un très grand, très beau,
très puissant travail. Et ça, toujours à la dernière séance, ouais, après qu'elle t'ait dit, dernière séance. Ça ne sera pas forcément nécessaire. Ouais. Et après, elle te félicite. Ouais. Et là, je pense que je suis rentrée chez moi, mais dans un état de lévitation, mais comme si... Enfin, une nouvelle naissance. Enfin, tu vois, je sais pas, tu vois, tu fais 10 leçons pour apprendre à conduire, t'as le permis de conduire, t'es tout content. Bah, c'est comme si j'avais reçu un énorme permis de conduire, le permis de conduire ma vie, quoi. Tu vois. Et ça s'était noué sur un tout petit conflit. Hein, c'était quoi ce petit conflit ? Tu veux raconter les rêves Alors oui, les rêves d'ailleurs étaient très liés à ce conflit. C'était que on fait pas du tout de pause. Non. Sur les 2 heures. Oh, c'est chaud. C'est dense. Ouais. Je bois un verre d'eau parce que c'est vraiment le basculement dans... Ça fait combien de temps qu'on parle ? 1h15. Ah ouais, mais on finit en transe en fait. Parce que moi j'ai l'impression de chauffer, tu sais. On a bientôt fini, hein. Ah bon ? Ouais. D'accord. Écoute, les 2 rêves... Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quelques années avant, peut-être 3 ans avant, je suis en Afrique du Sud. On marche, je suis avec mon mari et mes filles, on marche. Mais c'est marrant parce que tu m'as pas fait parler de la psychanalyse de ma mère. Or, en fait, c'était de loin le plus important. Mais ça va rejoindre peut-être le féminin. Mon père, c'est 2 ans. Hein. Ma mère, c'est tout le reste. C'est-à-dire, pendant 2 ans, tu parles de ton père. Ouais, c'est réglé, quoi. Je sais pas ce que je veux dire. Vas-y, raconte les 2 rêves et le conflit, puis après... c'est l'idée que c'est fini bientôt, donc je me dis qu'il faut que j'accélère. Mais le premier rêve... non, pas un rêve. Dans la réalité, je pars en Afrique du Sud, parce qu'il s'est passé ça. Je suis à Cape Town, je monte, je m'assois. Il y a une bicoque sur la montagne, ok ? Je m'assois parce que je suis un peu crevée. Au moment où je m'assois, tranquille, je suis envahie par une espèce de courant d'énergie qui me traverse tout le corps, à tel point qu'il redresse mon corps, qui me tend. Et là, je vis un état de bien-être comme jamais de ma vie. On est dans le rêve, là ? Non. Ok, tu m'as perdu. Ouais. Raconte-moi les 2 rêves. On est à la dernière séance, reste avec moi. D'accord. Ne t'inquiète pas, on a tout le temps. Okay. Je conduis. Oui. Juste pour que j'arrive à comprendre ton discours, alors j'ai besoin... Le premier rêve, je rêve que je suis dans une maison qui est belle, hein, que je ne connais pas. Il y a un jardin très grand, très vert, très beau, et il y a ma psy à la barrière. Et moi, c'est un rêve pas très compliqué à analyser. Hein. Et en gros, il y a une barrière, et ma psy est là, et elle m'attend. Voilà. Et donc moi, mon mouvement, mais je me souviens plus de la fin de ce rêve, mais en tout cas, c'est de passer la barrière. Premier rêve. Et le deuxième rêve, et ça je l'ai fait sous différentes formes à plusieurs reprises, c'est que à nouveau je suis dans une maison que je ne connais pas, hein, et à chaque fois que j'ouvre une porte, je découvre une nouvelle pièce. Et cette pièce, elle est incroyable. Et donc j'entre dans cette pièce et j'en découvre une autre. Je descends, il y a un jardin et partout, et la maison est une espèce de labyrinthe enchanté de nouvelles pièces. Ah, j'ai l'impression d'avoir fait ce rêve, moi aussi. Ah ouais ? En quoi ça a été un conflit avec ton analyste ? C'est sur la puissance du féminin. C'est sur la volonté pour moi d'aller explorer autre chose autrement. Pardon. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Alors, j'ai expérimenté des choses. C'est-à-dire, suite à ce que j'ai vécu pour de vrai, donc en Afrique du Sud, une espèce d'expérience énergétique un peu extatique qui m'est tombée dessus. Donc, le moment énergétique en Afrique du Sud et avant... 3 ans avant la fin de la psychanalyse. 3 ans avec la psychanalyse, ok. À partir de là, donc je vis un moment très fort, totalement inattendu et impossible à identifier et à comprendre, mais extatique. Ok. Donc là, je rentre avec ça, donc c'était l'été, je rentre avec ça en analyse. En septembre, je dis, j'ai vécu ça, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Ça, c'était extraordinaire. Ouais. Je suis tellement malheureuse
que ça n'ait pas duré ça avait quand même duré 2-3 jours, cet état. Ok. Je veux savoir ce que c'est, et ce n'est pas par la psychanalyse que je vais le trouver. D'accord. Donc, il y a 3 ans avant la fin, tu dis la fin. Ouais. Et là, je dis, et je vous en veux, parce que, il y a 10 ans, parce que j'avais fait des fécondations in vitro pour avoir mes filles, et j'avais rencontré une énergéticienne qui m'avait mis dans cet état, et ma psychanalyste m'avait dit, c'est de l'hypnose. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, en mode, vous dégagez cette expérience. Et comme... Elle t'a dit, vous dégagez. Pas comme ça, hein. Mais en gros, elle m'avait pas dit, tiens, c'est marrant, c'est intéressant cette expérience corporelle de bien-être total. Qu'est-ce que Elle c'est ? avait du mépris par rapport à l'hypnose. Oui. Tu as senti. Oui. De la méfiance. Peut-être peur que je m'engouffre, que ce soit des charlatans. Une peur vis-à-vis de l'ésotérique. Une vraie peur. Peut-être qu'elle pensait que j'étais pas encore assez structurée. Elle t'a dit cette peur ? Non, elle l'a qualifiée, elle m'a dit oui, c'est de l'hypnose, mais vraiment avec tant de mépris qu'il n'y avait pas besoin qu'elle me dise sa peur. T'as d'autres preuves que c'est pas ta peur que t'entends, mais bien la sienne ? Non. Ok. Toujours est-il... Néanmoins, ouais, c'est ça. Néanmoins que donc 10 ans après, ça se reproduit sous une autre forme, cette espèce de sensation énergétique complètement nouvelle. Comme si je recevais quelque chose, en tout cas de nouveau, et sans l'avoir sollicité. Le contexte est clair. Reviens à la dernière séance. Ouais. En quoi, sur le féminin sacré, vous avez une forme de conflit qui sonne la fin de la psychanalyse ? C'est pas un conflit, c'est plutôt... En fait, elle me demande, c'est pas un conflit, c'est que j'affirme. J'affirme que je veux aller travailler, que j'ai rencontré la puissance de mon féminin. À la dernière séance, là, quand tu racontes, en quoi les 2 rêves que tu viens de raconter, pour toi, c'est en lien avec le féminin sacré ? Les pièces nouvelles, les explorations, le chemin. Mais à aucun moment, attention, je ne suis pas du tout venue pour ma dernière séance. Elle m'a vraiment saisie. En fait, c'est pas moi qui l'ai décidé. Alors que plusieurs fois, j'avais essayé de le décider. Là, c'est elle. Parce que là, toi, tu exprimes du coup ton interprétation, le lien entre le féminin et le rêve. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle en dit ? Pas grand-chose, mais surtout, je lui dis, je veux continuer dans cette voie, puisque depuis ces 3 ans, j'avais commencé à faire des stages, entre guillemets, un peu de sorcière, essayer de comprendre. J'étais allée en retraite, l'église, enfin, je m'étais tournée vers l'invisible, mais pas l'inconscient, l'invisible plus spirituel. Et très clairement, j'avais l'impression que la psychanalyse était un frein. J'ai envie de te gratouiller parce que tu parles de conflit et j'ai toujours pas compris, parce que là, pour le coup, c'est il y a moins longtemps, en 2018, tu vois, et t'as des bons souvenirs parfois. Là, j'ai pas entendu comment il y a eu un conflit entre ton analyste et toi, mais peut-être que c'est plus en ton fort intérieur, l'envie d'un autre chemin. Oui, parce qu'en plus... Pourquoi culpabiliser son analyste ? C'est intéressant. Mais bien sûr que je l'ai vécu comme un conflit, et je suis persuadée qu'elle ne le vit pas du tout comme ça. Peut-être pour pouvoir la quitter. Ouais. Je sais pas. Mais oui et non, parce que quand même, la séance d'hypnose, entre guillemets, enfin qualifiée d'hypnose, pour moi, m'a fait perdre du temps sur ce chemin. Mais en même temps, d'abord, on perd jamais de temps, en fait. C'est un chemin. Mais en fait, elle n'est que le reflet de mes propres réticences à aller sur ce chemin. Qui n'était pas du tout, pour le coup, dans ma rationalité, dans mon éducation, ni dans la psychanalyse, qui était ce que je m'autorisais comme chemin de traverse. On pourrait interpréter complètement différemment en disant que grâce à la psychanalyse, tu as pu accéder à suffisamment des premières pièces de la maison pour aller rencontrer les évidemment. autres. Mais c'est pour ça que je te dis que... Qu'est-ce que tu comprends ? La question de pourquoi, par exemple, pourquoi tu veux témoigner sur la psychanalyse, c'est que en fait, c'est nécessaire. Enfin, pour moi, c'est un travail qui a été tellement nécessaire et que, bien entendu, sans avoir enlevé toutes les pelures d'oignon de toutes les névroses,
je n'aurais pas pu faire le travail que je fais aujourd'hui. Et je crois même avoir compris que finalement, c'est assez banal dans les psychanalyses. Je crois que c'était Lacan qui en parle et qui disait qu'en fait, effectivement, une fois que la psychanalyse, j'ai envie de dire, une fois que t'as réglé ce que tu avais à régler dans ton humain névrosé, c'est une autre partie de l'humain qui s'ouvre. Et donc oui, et surtout, c'était une façon de me dire aussi, et peut-être que j'attendais son autorisation et que je ne l'attends plus. Oui, tu peux conduire ta vie. Et tu es assez solide pour aller embrasser cet invisible et embrasser, donc maintenant, en l'occurrence, le Reiki ou les énergies ou d'autres choses d'ailleurs, et de l'embrasser vraiment, totalement, c'est OK. Parce que, et moi, analyste, peut-être que j'attendais en fait aussi son blanc-seing, tu vois, une autorisation, et que désormais, je n'en attends plus de personne. Et c'est là que je lui suis infiniment reconnaissante. Ouais. C'est qu'en fait, elle a été sans doute beaucoup plus subtile que ce que je te raconte là. Je pense qu'elle était forte, très articulée. C'est intéressant parce qu'il y a, au moment où tu disais, après la dernière séance, je suis rentrée chez moi en lévitation. Et comme on joue au jeu ensemble, moi j'ai entendu évitation, du verbe éviter. C'est et drôle. je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis dit, c'est encore toi, Guillaume, qui cherche à... Peut-être. Enfin, tu vois, là, ton discours était clair. Ouais. Mais il n'est pas si clair que ça. Parce que parfois, elle est coupable, parfois, elle ne l'est pas, parfois, elle est forte, parfois... J'entends plein de rebonds et je trouve ça assez intéressant. Et tu vois, tu disais... une autorisation que je n'attends plus. Et dans ma tête, je me suis dit, bah oui, elle te l'a donnée. Elle t'a dit... Mais on n'est pas sûr qu'elle te l'ait vraiment donnée. Ça ne sera peut-être pas nécessaire. Et peut-être que le conflit en toi, c'est qu'elle t'a pas vraiment dit go. Toi, tu penses qu'elle est contre le monde de l'invisible. Et donc, elle te dit, on va s'arrêter là. Ou en tout cas, tout ça, c'est une interprétation. Qu'il y a un entre-deux. Elle t'a à la fois autorisé à vivre la suite... Et à la fois, c'est quand même à toi de t'autoriser toute seule parce que tu as l'intuition qu'elle n'est pas d'accord. Non. Alors, d'abord, je pense qu'il faut accepter totalement la complexité et la juxtaposition enfin, la complexité. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la psychanalyse, c'est révolutionnaire. C'est qu'en fait, c'est pas des réponses. Il n'y a pas de réponse. Ou il y en a, mais... Quand elle te dit « vous êtes malade de votre père », c'est quand même une réponse... Oui, mais ça, c'est le tout début. Ok. C'est le tout début. Mais c'est la psychanalyse. Mais c'est la psychanalyse. Et encore une fois, je te dis, là, c'est rien par rapport à la mère. Mais surtout, c'est... cette dernière séance, alors, elle n'a pas dit ce que tu as répété, elle a dit « ce ne sera peut-être pas nécessaire ». Elle n'a pas dit « le travail s'arrête là ». Et comme c'est quelqu'un qui faisait très attention aux mots, et que chaque mot, je le soupesais, mais du coup, moi, je l'entends, et c'est ce qui compte aussi, comme... parce que ça faisait 3 ans que je ferraillais, en fait, sur... bon, c'est bien, la psychanalyse, ok... mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est autre chose. Ouais. Et ça faisait 3 ans que je le vivais, moi, comme une tension entre elle et moi. Où je n'étais plus, en fait, aussi... Enfin, ça faisait un peu plus longtemps, mais soumise à l'autorité de la psy. Tu vois ? Parce qu'il y a quand même un truc, c'est le transfert. Et donc, il y avait des... si, je vais quand même y aller. Si, je vais aller voir des perchés. Si, je vais aller voir des perchés. Et là, il y avait un petit côté... Moi, j'ai eu l'impression qu'elle me dit, mais... parce que je l'emmenais, notamment, moi, je lisais beaucoup Annick de Souzenel, je lis toujours beaucoup Annick de Souzenel, et je lui en parlais, je lui disais, mais comment ça, vous connaissez pas... Moi, je connais pas, c'est une autrice... Annick de Souzenel, ouais. Sur la question du monde de l'invisible. Oui, et qui est magnifique, qui reprend tous les textes. Oui, donc il y a une forme de transgression. Qui a parlé de Freud, qui a parlé... Donc, j'essayais de trouver des ponts intellectuels avec elle. Avec ton analyste. Ouais. Pour la convaincre. Pour la convaincre. Ouais. J'ai une question pour toi. Ouais. On va pas creuser le sujet de la mère. Et la raison,
À la fois, on a entre guillemets pas le temps, mais c'est un peu pas vrai. Je crois que ce qui est plus vrai, c'est que moi j'ai l'intuition. Enfin, j'ai une proposition à te faire. J'ai une question. Dis-moi si tu veux jouer avec cette question. À ton avis, pourquoi tu as choisi de ne pas parler de ta mère ? Parce que je suis mère aussi, parce que je pense que le rapport mère-fille, c'est le rapport le plus complexe au monde, et que même si tu offres avec ton podcast un temps immense, un temps dédié à cette parole singulière, en fait, c'est un... Comment dire ? C'est un océan, la relation mère-fille. C'est un vertige, c'est un impossible même. C'est un impossible, je pense que c'est la relation la plus complexe au monde. Vraiment. Tu vois, tu mets au monde... Tu sors de ton ventre un être du même sexe. Et quand tu réfléchis, d'ailleurs, ce qui est encore fou, parce que moi j'ai perdu ma grand-mère qui avait 100 ans en décembre, tu te rends compte que quand une grand-mère est enceinte de sa fille dans le ventre de sa mère porte déjà les ovaires qui lui permettront d'enfanter une fille. Enfin, c'est un truc de fou, en fait. Donc, au fond, effectivement, je suis mère et en plus, je suis devenue mère dans la douleur et dans la complexité. Et ma mère est probablement devenue mère dans la douleur et dans la complexité. Et pour le coup, oui, ça serait d'y consacrer peu de temps, ça risquerait d'être injuste, au sens pas juste. Mmh. Au début là de notre échange, donc à mon avis, donc ça veut dire pour les auditeurs, auditrices, c'est dans les épisodes précédents. Tu as commencé notre échange en disant mon analyste au début des 23 ans me dit vous n'avez pas envie de savoir pourquoi vous vous rongez les ongles, et je t'ai dit alors tu sais pourquoi tu te ronges les ongles, est-ce que l'analyste a donné cette info, et tu as répondu non, mais l'après-analyse, donc le monde de l'invisible, m'a donné des débuts de réponse. Tu veux les partager ? Pourquoi tu te ronges les ongles encore aujourd'hui ? Alors, ou plutôt pourquoi je suis en train, enfin, d'arrêter la puissance des mains. L'éternelle puissance des femmes et la façon de la rogner. Et ce que je découvre avec le pouvoir de guérison des mains, et ce que moi je pratique alors que je pensais devenir psychanalyste. Ok. Et je me suis tournée vers autre chose en étant vraiment à l'écoute justement de cet invisible et aussi de cet inconscient. Eh bien, en fait, moi qui suis vraiment partie d'une intellectualisation, en fait, il fallait utiliser mon cerveau pour me sauver. Mmh. Aujourd'hui, en fait, mes mains sont là, elles me parlent, elles portent, elles accueillent, elles recueillent surtout. Eh bien, du coup, il est temps de ne plus les rogner. Et on en revient au féminin. Parce que finalement, il y a les peurs des petites filles qui sont chez chacune d'entre nous, et les peurs des petits garçons, et qui sont très bien décrites par Freud, et qui sont, en fait, ce qui est incroyable, c'est que Freud, c'est tellement moderne, en fait. Même si, je pourrais aussi faire une émission sur le patriarcat, sur nos misogynies, notre patriarcat à toutes et à tous, et l'enfer que c'est. Mais n'empêche qu'il y a une peur à l'origine, chez les hommes, chez les femmes. D'où aussi d'ailleurs l'absolue nécessité pour moi de régler aussi une forme de colère, parce que, comme toutes les femmes, j'ai été abusée, alors c'est plus ou moins grave. Mais c'est plusieurs fois. Et quelle colère, quelle colère. Et comment tu fais une fois que tu as cette colère ? Comment tu la résous ? Tu vois, comment tu la transmutes ? Et finalement, je la transmute en disant que pauvres hommes aussi, dont le féminin a été complètement écrasé. Et je pense que pour moi, une des issues, c'est justement
je redonne toute sa place à mon féminin, je redonne toute sa place à mon masculin, et faites-en donc tous autant. Mhm. Et d'ailleurs, Annick de Souzenel est une très bonne... pour moi, cette femme est un génie. Enfin, c'est quelqu'un qui a repris tous les textes, les plus anciens textes sacrés, tout l'alphabet hébraïque, qui le met au regard de la mythologie. Enfin, c'est une érudite comme rarement j'en ai lu, qui est complexe. D'ailleurs, je ne comprends pas tout encore sa pensée, mais n'empêche que elle a fait tout un livre sur le féminin de l'être. Elle parle du féminin de l'être, le tien, le mien. Mhm. Elle le prend au regard finalement beaucoup plus jungien. Peut-être que j'aurais aimé, si j'avais continué la psychanalyse, peut-être que ça aurait été plus en prenant en compte aussi les archétypes, les symboles et l'invisible. Et l'invisible, parce qu'après tout, aujourd'hui en tout cas, ce serait... je n'arrive plus avec en gros moi et mes névroses, mais je sais pas, moi et tous ceux qui m'accompagnent dans l'invisible. Mais voilà. Est-ce que tu as envie de terminer notre échange d'une certaine façon ? Est-ce que tu as une dernière bafouille ? Quand tu regardes là tout le temps qu'on vient de passer ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose de plus que tu aimerais dire sur ton chemin de psychanalyse ? Alors, ce qui me vient, j'avais pas pensé à ça. En fait, ce qui me vient, c'est et je retombe sur mes pieds peut-être, c'est que l'invisible, c'est certes l'inconscient, mais pas seulement. Et pour moi, maintenant, c'est désormais aussi un sujet certes intime, mais politique, au sens premier. C'est-à-dire que je crois vraiment que ce qu'on fait là, en fait, ce que tu fais même, c'est politique, dans le sens où s'occuper de nous, que chacun s'occupe de soi, c'est comme si on était la cellule d'un grand corps qu'est l'humanité. Une cellule malade, ça, c'est un problème pour le corps entier. Et donc, je voudrais plus qu'on oppose sans arrêt, tu vois, le collectif et l'individuel. Je pense que l'individuation, c'est le cœur c'est un cœur politique. Je vais te demander de reformuler en employant plus de je, parce qu'il y a des on et je suis un peu perdu du coup. Okay. Toi personnellement, ouais. Sur ton chemin d'invisible, ça veut dire ta capacité avec tes mains à toucher ce qui n'est pas visible, les énergies, cette expérience que tu as eue en Afrique du Sud. Donc ton cheminement de toi avec toi-même par rapport au monde de l'invisible et ses potentiels est important pour toi car tu te sens une des cellules du monde et que si t'es malade, toi, ça impacte tout le monde. C'est ça que tu voulais dire ? Non, c'est d'abord ce que je voulais dire, c'est que la psychanalyse, c'est nécessaire parce que on doit chacun vraiment travailler sur nous, y compris, pour le monde entier. Parle en ton nom, ça m'importe parce que... D'accord, ok. En fait, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Toi, tu es contente d'avoir fait de la psychanalyse. Ouais, j'ai l'impression qu'en faisant ce travail sur moi, j'ai participé à un monde meilleur. Que c'est un travail que j'ai fait, qui n'est pas un travail que individualiste, mais un travail d'individuation, voilà, nécessaire. Et aujourd'hui, alors le Reiki, mais je pense que c'est même plus large. Oui, l'invisible, c'est comme si je m'étais dotée d'un outil nouveau, d'un nouveau sens. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de le partager. Parce que toi, du coup, tu es guérisseuse... J'aime bien dire que j'utilise mes mains. Je suis pas guérisseuse, je me reconnais pas là-dedans. C'est plutôt des séances. Je mets chacun en contact, enfin en tout cas les gens plutôt avec qui je le fais, bien sûr, avec son énergie. D'accord. Son énergie, alors que tu peux appeler éthérique ou lui donner un nom, mais en tout cas, mon sujet, c'est de, comme pour la psychanalyse, dans l'idée de redonner à chacun la
ses propres pouvoirs. C'est-à-dire que moi, la psychanalyse m'a donné des outils. J'en ai acquis d'autres. Je continue à en acquérir. Et ce qui m'anime, c'est de les partager et que chacun puisse s'en emparer. Voilà. Bon programme. Ça me donne du coup envie de connecter les auditeurs et les auditrices à mon autre podcast, Histoire de devenir moi. Dans ce podcast-là, j'ai fait une série d'entretiens avec Laure, qui est une trentenaire, qui était femme d'affaires, enfin qui a fait une école de commerce très rationnelle, et qui un jour découvre qu'elle a des dons en lien avec ce monde de l'invisible et tout ce que tu viens de raconter, qui décide d'aller les découvrir alors même qu'elle est assez dubitative, très rationnelle. Donc, totalement. Elle exige quand même de ses expériences et de ses expérimentations une forme de preuve qu'elle décrit dans le podcast pour petit à petit raconter comment elle devient guérisseuse. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire, ce podcast. Et c'est celui qui, en fait, m'a le plus intéressée. Et ce qui est marrant, c'est que ce matin, en venant, je me disais, non, mais en fait, le sujet, pour moi, c'est pas ma dernière séance de psychanalyse. Sauf qu'il se trouve que je l'ai trouvée très marquante. Mais en vrai, c'est ce qui est le plus juste, c'est Histoire de devenir moi. J'ai trouvé ce que disait... je me suis vraiment... J'avais l'impression, quand j'écoutais Laure, que c'était mon histoire, quoi. Sauf que j'ai pas encore sa force d'assumer totalement dans une sphère, même si c'est anonymisé. C'est encore... Je suis pas encore... elle a été très vite. Toi, t'es en chemin. En tout cas, je ne le dis pas dans l'espace public. Je le dis totalement et je le pratique, mais pas de là encore à dire, alors je ne sais pas si vous connaissiez avant, mais hey Guillaume, tu sais quoi, viens, je veux te raconter. Ça me paraît encore difficile. Je le fais, mais j'ai pas encore les mots complètement. Souvent, je manque de mots. Ouais. Peut-être que c'était toi, en fait, que tu essayais de convaincre pendant 3 ans et non pas ton analyste, en trouvant des ponts entre la psychanalyse et le monde de l'invisible. Évidemment. Un petit clin d'œil. Merci beaucoup. Je vais du coup rajouter, d'ailleurs, je crois que c'est dans tous les descriptifs de chaque épisode, mais les liens vers mes autres podcasts, si les gens ont envie d'écouter là. Ah oui, écoutez. Merci Emmanuelle. Merci à toi Guillaume. Merci. Tu te sens comment ? Ça va ? Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est passé 5 minutes. Mais vraiment, j'ai l'impression d'un raccourci de temps énorme. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on vient de commencer. Ah ouais. Très bizarre, une faille spatio-temporelle. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefait-des-podcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.